Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec... Nous sommes avec Madame Rachel Gogua, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Avec elle, nous allons parler de son initiative de former les femmes candidates aux élections législatives. Bonjour Madame. Bonjour. Vous avez décidé de former les femmes candidates aux élections législatives. Parlez-nous de votre initiative. Le GOF, qui est le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, qui a été créé depuis bientôt 5 ans, a pour mission de promouvoir la femme en politique. Et partant de là, c'est de mettre en place des dispositions qui puissent contribuer à l'atteinte de cet objectif. C'est ainsi, en 2016, nous avons formé plus de 170 femmes qui étaient intéressées à se présenter aux législatives. Sur les 170 femmes que nous avons formées, et de toutes les femmes qui ont été retenues pour aller aux élections, nous avons accompagné 41 femmes. Ça veut dire 41 localités. De ces 41 localités, de ces 41 candidates, il y a 11 qui ont été élues. Le constat que nous faisons, c'est que les femmes, elles ne sont pas au même niveau que les hommes. C'est pas du point de vue intellectuel. C'est du point de vue, la connaissance de l'environnement juridique, de deux, les ressources. C'est-à-dire que les ressources financières, elles font partie des plus pauvres des pauvres. Et nous disons que on a besoin de les renforcer du point de vue d'acquisition de connaissances. On a aussi besoin de les renforcer en allant sur le terrain pour sensibiliser les communautés, pour leur dire autant que les hommes ont leur place dans la société ou dans les instances de prise de décision, autant que les femmes aussi, ayant fait des études comme les hommes, doivent aussi se retrouver là où on prend les décisions. Donc, si on veut bien voir cet accompagnement, il y a le renforcement des capacités en termes d'acquisition de connaissances. De deux, nous devons faire la sensibilisation sur le terrain pour amener les communautés à comprendre pourquoi les femmes sont candidates et qu'ils ont plus intérêt à voter pour les femmes que pour les hommes, pour des raisons évidentes que nous allons leur donner. Et de trois, nous voulons aussi mobiliser des ressources financières pour les accompagner, pour qu'elles puissent au mieux dérouler leur campagne. Vous avez dit que les femmes ne sont pas au même niveau que les hommes. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui fait que les femmes ne sont pas au même niveau? Je vais vous l'expliquer. Quand vous prenez, je prends l'exemple du gouvernement. Sur près de 40 ou 50 membres du gouvernement, si on y ajoute ceux qui sont nommés à la présidence, qui ont le rang de ministre ou de ministre d'État, nous sommes à plus de 50. Et parmi ces 50, il n'y a que 8 femmes. Et ces 8 femmes, sur ces 8 femmes, il y a 2 qui sont secrétaires d'État et il n'y a que 6 qui sont ministres pleins. Vous voyez, ça, c'est les instances de prise de décision qui donnent des moyens, des capacités financières à ces personnes-là d'être à même de faire face à un certain nombre de situations. Ça, c'est un. Deuxième élément, les femmes, il y a peu de femmes directrices de cabinet. Il y a peu de femmes présidentes de conseil d'administration. Il y a peu de femmes directrices générales, soit dans le secteur privé que dans le secteur public. N'étant pas à ce niveau de décision où on a beaucoup d'avantages, ces femmes-là, elles vont, pas à égale chance avec les hommes. Déjà, n'ayant pas beaucoup de moyens financiers, alors que les hommes qui occupent des postes qui ont beaucoup d'avantages ont plus de moyens, elles partent déjà désavantagées. C'est de ça que nous parlons. Vous êtes à votre quelle initiative de formation des femmes? Déjà, concernant les législatives, c'est la deuxième. Concernant les législatives et les candidates. Sinon, nous avons aussi organisé une formation des formatrices. Avec l'aide des ONG françaises, nous avons formé nos membres pour être des formatrices pour accompagner des candidates. Et ça, c'est un élément concernant la politique. Mais il y a d'autres formations que nous avons organisées au profit de nos membres et au profit d'autres personnes. Vous pouvez nous expliquer brièvement le contenu de votre formation que vous donnez aux femmes? Bon, je n'irai pas dans les détails. Pourquoi? Parce que depuis que nous existons,
nous avons été l'une des rares organisations de la société civile à accompagner les femmes en politique. Nous avons plein de projets dont nous ne parlerons pas maintenant, mais nous voudrions dire que nous avons tellement communiqué, il y a des gens qui n'ont pas pour mission ce que nous faisons, qui se sont accaparés de notre mission et qui font les mêmes choses que nous. Donc, on ne peut pas trop parler. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est qu'elles ont besoin de connaître l'environnement juridique des élections. C'est-à-dire que quelles sont les dispositions légales qui existent dans lesquelles il faut entrer pour pouvoir participer aux élections. C'est un élément fondamental. La deuxième chose, il faut connaître les institutions. La troisième chose, il faut connaître le rôle d'un député. Est-ce qu'un député est un maire? Est-ce qu'un député est un conseiller régional? Est-ce qu'un député est un ministre? Ils doivent connaître le rôle des députés pour savoir à quoi s'en tenir. Est-ce que les femmes écoutent toutes vos actions? Oui, je dis oui. Nous étions là l'autre jour en réunion quand des femmes nous cherchaient. Nous, on ne savait pas que les femmes ont entendu parler de nous. Elles étaient à notre recherche. Et d'après les témoignages que nous avons, nous sommes l'une des rares organisations qui est reconnue par ses capacités dans ce domaine et les gens nous le rapportent. Donc, nous profitons de votre passage pour lancer un appel aux femmes candidates, aux femmes qui désirent se présenter, que le GOF est là, elles peuvent venir s'inscrire. Et le numéro, c'est 48 39 09 02 ou 47 79 24 56 ou encore 48 68 88 86. Nous sommes à leur entière disposition. Le plus tôt serait le mieux. Et la différence de cette année, il y en a qui viennent déjà, qui sont certainement candidates indépendantes, mais au niveau des partis politiques, c'est maintenant l'arbitrage. Les arbitrages sont en train de se faire. Il y en a qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire leur dossier. Compte tenu du délai court, compte tenu du délai relativement court, les gens, en tout cas, ils sont au four au moulin. Nous allons faire notre formation dans la dernière semaine du mois de janvier pour leur permettre, parce que nous-mêmes devons aller sur le terrain, eux aussi doivent aller faire leur campagne. Est-ce que les femmes sont vraiment actives sur le terrain politique? Oui, elles sont actives. D'ailleurs, ce sont elles que les hommes utilisent pour faire leur politique. Il s'agit maintenant de mettre à leur propre disposition les potentialités qu'elles mettaient à la disposition des hommes pour se faire valoir. Oui, les femmes ont les mêmes capacités, sinon les femmes ont plus d'astuces en politique que les hommes. Mais malheureusement, elles mettent tout cela au service des hommes. Et nous disons que l'heure a sonné pour qu'elles se fassent le retour de l'ascenseur. Qu'est-ce qui manque aux femmes pour qu'on leur accorde plus de place sur le terrain politique? D'abord, l'estime de soi, la confiance, et puis la persévérance, la détermination et l'audace. Et je vais vous donner un exemple. Il y avait un concours d'agrégation et le sujet c'était l'audace. Il y a un candidat, il a écrit ses noms, tout et tout, ses références, il a fermé. Et on a écrit l'audace. Il dit l'audace c'est ça. Il a pris la feuille vierge, il l'a donné. C'est celui-là qui a été admis. Pour réussir en politique, il faut avoir l'audace. Mais ce qui manque aux femmes, c'est l'audace. C'est l'audace. Il faut qu'elles soient audacieuses. Il faut oser. Il faut être déterminé. Il faut être persévérant. Il faut avoir confiance en soi. Voilà, de mon point de vue. Dites-nous, est-ce qu'il y a un critère de recrutement au niveau de la formation? Mais toutes les femmes peuvent être formées. Bon, cette année, la fois précédente, on a pris toutes les femmes. Mais cette fois-ci, nous, on a dit, on veut des candidates qui sont implantées dans leur circonscription. C'est-à-dire qui connaissent la localité, là où elles veulent se présenter. Nous voulons que ces femmes-là aient été sur le terrain au moins 6 mois, sinon 1 an, 5 ans. En ce moment-là, elles connaissent les électeurs, puisqu'elles auront eu l'habitude de les fréquenter, l'habitude de les côtoyer, de mieux les connaître, de connaître leurs besoins, de connaître leur psychologie, leurs préoccupations. Ce sont ces femmes-là que nous recherchons. Des gens qui n'attendent pas le jour de la campagne pour aller sur le terrain, mais qui ont déjà préparé le terrain. Pour nous, c'est un avantage. Oui. Nous sommes à la fin de notre interview. Un mot de fin à l'endroit de toutes ces femmes qui désirent prendre part à la formation. Nous voulons dire aux femmes qui désirent prendre part à la formation que notre formation, elle est gratuite. Nous ne faisons pas payer quelqu'un. Il n'y a pas droit d'adhésion, droit d'inscription et puis il faut payer maintenant les cours. Ce sont des cours gratuits. C'est un accompagnement gratuit. Notre satisfaction, c'est qu'elles soient élues. Si elles sont élues,
qu'elle soit députée à l'Assemblée nationale, nous sommes payés. Ce que nous attendons d'elle, c'est la persévérance, la détermination, l'audace, la volonté à tout prix de réussir et la volonté de convaincre les électeurs. Pour tout ça, on en parlera au cours de la formation. Merci, madame. Merci. Madame Rachel Gogua, présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Avec elle, nous avons parlé de son initiative de former les femmes candidates aux élections législatives. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec... Les élections législatives ivoiriennes sont prévues le 6 mars prochain en Côte d'Ivoire afin de renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale. Innovation pour ces législatives, l'application de la loi sur le taux minimum de 30% de candidatures féminines. Mademoiselle Djelou nous donne ses attentes de ces législatives avec l'application de cette loi. Mes attentes, c'est la participation massive des femmes aux élections. On a donné comme pourcentage 30%, pourquoi pas même dépasser, parce que c'est aussi possible. Voilà, donc promouvoir la gente féminine à des postes de responsabilité, c'est un travail qui doit être fait depuis même, je vais dire, l'enfance, parce qu'on a l'habitude de voir les hommes prendre des décisions, on a l'habitude de voir les hommes au pouvoir et donc il faut changer les mentalités depuis la jeune fille jusqu'à ce qu'elle devienne femme et capable de prendre des décisions. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. En plus des candidatures féminines encouragées, celle des jeunes l'est également, afin de donner une chance aux jeunes d'être représentés dans l'échiquier politique. Assis Colombe, étudiante en sociologie, soutient vivement l'implication des jeunes dans le milieu politique. La cellule féminine du réseau estudiantin pour le développement, l'excellence et la paix en Côte d'Ivoire. Si déjà les jeunes ne s'impliquent pas, qui va le faire? C'est peut-être nos petits frères bien qui. Au fait, s'ils veulent qu'ils puissent avoir un peu de changement, il faudrait qu'ils puissent s'impliquer. Auguste Diagou, jeune candidat aux législatives 2021 dans la commune de Cocody. Il nous donne ses raisons de participer à ces élections en tant que jeune. C'est l'absence des jeunes à l'hémicycle. 77% de la population ivoirienne est composée essentiellement de jeunes de 18 à 35 ans. Et à l'hémicycle, on voit que pratiquement moins de 1% de représentation de jeunesse à l'hémicycle. Ma volonté d'être candidat aux élections législatives. Mon équipe est essentiellement composée, je dirais, à 100% de jeunes. Parce que moi, je suis le deuxième titulaire, moi j'ai 25 ans, je suis jeune. Donc toute l'équipe est essentiellement composée de jeunes. Donc nous avons des amis jeunes, bien évidemment, que nous allons appeler à suivre le déroulement du scrutin électoral. Pour eux, une participation des jeunes et des femmes pourrait faciliter les élections apaisées. La femme, c'est le maire, la femme, c'est l'éducation. Donc, faire participer les femmes, c'est aussi avoir des élections apaisées. Quant aux jeunes, c'est aussi lutter contre la médiocrité parce que des jeunes qui se lancent dans ce genre de scrutin, bien sûr, ils doivent être excellents. Alors, je pense que les jeunes et les femmes ont beaucoup à apporter dans les futures élections. Les résultats de ces élections législatives sont attendus pour le 9 mars prochain. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec... La violence en milieu scolaire, comment se manifeste-t-elle? Existe-t-il des actions pour freiner ce phénomène? Quelles sont les actions déjà menées dans ce sens? Qu'est-ce qui reste à faire? Voilà les questions auxquelles Tondosama Yakuba va répondre dans un instant. Il est le président de l'organisation scolaire pour une école dynamique OZ. L'objectif de cette ONG est d'inculquer les valeurs de l'ivoirien nouveau aux élèves. Avec lui donc, nous allons parler de l'engagement de l'OZ dans la lutte contre les violences à l'école, particulièrement au niveau des élèves. Bienvenue à tous et à toutes dans l'entretien du jour. Vous êtes bien sur la 90.3 Mosaïque FM. Bonjour Tondosama Yakuba. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc faire tout d'abord un état des lieux en ce qui concerne la violence dans l'environnement scolaire. Ok. Alors, quand on parle de milieu scolaire, c'est vraiment vaste. Il y a le préscolaire, le secondaire. En fait, de quel cadre en fait il s'agit? Bon, pour le moment, nous parlons uniquement du secondaire. Parler du secondaire. Oui, pour cette année scolaire 2020-2021. Et pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas aussi avec le préscolaire? Parce qu'il y a des élèves aussi, préscolaire, au primaire. Dans les différents champs auxquels nous exerçons, nous avons remarqué que c'est au niveau du secondaire que nous pouvons retrouver ces différents problèmes tels que la lutte contre la violence en milieu scolaire. Au niveau du primaire, nous ne sommes pas confrontés à ce problème. Au niveau des grossesses en milieu scolaire, bon,
au primaire, ce n'est pas trop élevé. Donc c'est parce qu'on ne retrouve pas beaucoup de violences au primaire, au préscolaire. Effectivement. C'est le constat que vous avez fait? Oui, effectivement. Comment se manifeste la violence à l'école? Bon, la violence se manifeste à l'école sur plusieurs formes. D'abord, nous avons le phénomène des congés anticipés, qui est un facteur de violence en milieu scolaire. Et nous avons aussi... Les congés anticipés, ça veut dire quoi? C'est les élèves partis plus tôt? Voilà, plus tôt que la date prévue. La date qui est donnée par le ministère de l'Éducation nationale. Mais en quoi c'est une violence? Oui, c'est une forme de violence, c'est une violence physique, parce que pendant cette période, nous voyons que les élèves se lapident avec des pierres et autres. L'année dernière, l'année scolaire 2019-2020, nous avons constaté 3 décès au niveau des élèves, c'est-à-dire dans la ville de Dimbokro, la ville d'Aloa et dans la commune d'Anyama. Donc c'est une forme de violence. Nous demandons au ministère de l'Éducation nationale de prendre ces dispositions pour mettre fin à ces différents fléaux. C'est la seule forme de manifestation de violence à l'école? Non, ce n'est pas la seule forme. Oui, les grèves aussi sont une forme de violence, parce que lorsque certains enseignants décident d'aller, c'est-à-dire de rentrer en grève, nous constatons que les élèves qui sont concernés se lèvent aussi partie de logique d'autres établissements. Généralement, lorsque les élèves du public décident de rentrer en grève et que les élèves du public qui ne vont pas au cours, ils se lèvent un matin et ils se dirigent dans les écoles privées pour demander à leurs camarades d'élèves de rester à la maison. Donc souvent, il y a une confrontation entre les élèves du privé et les élèves du public. Donc il y a la grève, il y a les congés anticipés. Quoi d'autre encore? Bon, pour le moment, ce sont ces deux phénomènes qui sont à la base. Ce sont les manifestations, les deux formes, les plus grandes formes. Les plus grandes formes. De manifestation de la violence en milieu scolaire. Est-ce qu'il y a toujours une relation entre violence et agressivité? Vous venez de le dire, il y a des jets de pierres souvent quand les élèves sont en grève. Est-ce qu'on doit établir une relation entre violence et agressivité toujours? Oui, effectivement. Il faut dire que l'agression est une forme de violence. Elle fait partie d'une forme de violence. L'agression, c'est une forme de violence. Oui, parce que l'agression fait partie de la violence physique. Chaque fois qu'on parle d'agression, ça veut dire qu'il y a eu un acte physique qui a été posé, c'est ça? Bon, pas forcément. Est-ce qu'il y a une agression aussi morale? Oui, il y a une agression morale. Le fait que dans les écoles, je prends un exemple, un enseignant qui dit à un de ses élèves que toi tu ne seras rien, c'est une forme de violence, c'est une forme d'agression aussi. Donc les paroles négatives. Les paroles négatives. Qu'on prononce. Oui, même les injures sont des agressions aussi. Depuis 3 ans que vous êtes en activité, si vous devez évaluer aujourd'hui le niveau de la violence dans l'environnement scolaire en Côte d'Ivoire, ce serait combien sur 10? Bon, je peux dire, si nous prenons toutes les formes de violence, je peux donner au moins 6 sur 10. 6 sur 10, oui. Ça dépasse quand même la moyenne. Oui, effectivement. Ça veut dire que la violence est vraiment ancrée dans le milieu scolaire. Effectivement. Si nous prenons toutes les formes de la violence. Toutes les formes, ça veut dire les grèves. La violence, que ce soit la violence physique, la violence économique, la violence sexuelle, la violence psychologique. Si nous prenons toutes ces formes, la violence en milieu scolaire a une note 6 sur 10. Qui sont en général les victimes, les victimes de ces actes de violence? Les garçons ou les jeunes filles? À ce niveau, il faut dire que d'une part, ce sont les filles, d'un autre part, ce sont les garçons. Il y a une parité, c'est ça? Oui, effectivement. Donc il n'y a pas un groupe qui est plus violenté qu'un autre groupe? Si on veut voir qu'il y a un groupe qui est plus violenté que l'autre, ce sont les garçons. Ce sont les garçons qui sont plus violentés? Oui. On croit plus que ce sont les jeunes filles. Les jeunes filles, elles, à leur niveau, ce sont les violences au niveau de la sexualité, généralement. Donc si on veut recadrer, en fait, les jeunes filles, les violences portées sur les jeunes filles, c'est plus au niveau de la sexualité. Effectivement. Et les jeunes garçons? Les jeunes garçons, au niveau de la violence physique, que ce soit la violence physique, la violence psychologique, les garçons, généralement, ce sont les garçons qui sont confrontés à ces différents problèmes. Ce que vous rencontrez en général, leur âge varie entre combien et combien comme cela? Généralement, ce sont des mineurs. 14 à 16 ans, 17 ans. Rares sont les élèves qui ont 18 ans qui s'adonnent à ces différents fléaux. Mais comment ils vivent ça? Quand vous êtes en entretien avec eux, comment ils vivent ces violences? Bon, pour eux, c'est une forme de revendication. Donc, pour eux, le fait d'être violent, c'est revendiquer le droit. Effectivement. C'est une manière de revendiquer le droit. Effectivement. C'est un moyen pour eux de revendiquer les droits. Est-ce que vous travaillez déjà à part Abidjan? Est-ce que vous travaillez déjà dans d'autres villes? C'est cette année nous avons décidé de sortir, mais pour le moment nous sommes encore dans la ville de la commune d'Abobo et d'Anyama. Si plaît à Dieu, les mois à venir, c'est-à-dire le mois de mars, nous serons dans la ville de Man et de Boaké. Puisque les établissements sont liés à des directions régionales, dont actuellement nous sommes dans la DREN 4, Abidjan 4, qui comprend la commune d'Abobo, les écoles de la commune d'Abobo et les écoles de la commune d'Anyama. Entre Abobo et Anyama, quelle est la zone où la violence en milieu scolaire est la plus élevée? C'est la commune d'Abobo. Est-ce que la violence dépend aussi de la zone?
Oui, on peut dire que la violence aussi dépend de la zone. Vous allez voir de la commune d'Abo, le phénomène des enfants en conflit avec la loi est plus développé dans la commune d'Abo plus que la commune de Cocody. Est-ce que vous-même vous avez été déjà une fois victime de violence à l'école, dans votre parcours scolaire? Oui, effectivement. Racontez-nous un peu. Bon, moi que j'étais au lycée Moulin d'Abobo, de 2009 à 2017, à la veille de chaque congé, il y a un groupe d'individus qui nous délogeait et cela avait des impacts sur nos notes. Et parfois, mais il y a je prends en 2016, décembre 2016, je me rappelle très bien, il y a un enseignant de mathématiques au lycée Moulin d'Abobo qui a été violenté par les élèves. Donc cela a eu aussi un impact sur nos notes parce que les professeurs sont rentrés en grève et il y a eu, c'est-à-dire ils ont tapé tout le monde, tous les élèves avec le même bâton. Et vous aussi? Oui, tout le monde, tous les élèves du lycée Moulin d'Abobo en ce moment, que ce soit le lycée 1 ou le lycée 2, parce que les enseignants ont fait une grève de 2 semaines. Donc, est-ce que c'est ce qui vous a motivé aujourd'hui à vouloir parler de la violence en milieu scolaire? Oui, effectivement. C'est ce que vous avez vécu, c'est votre expérience personnelle? Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres constats que vous avez faits qui vous poussent aussi à vouloir parler de la violence en milieu scolaire? Oui, à part l'expérience personnelle. En 2015 aussi, j'étais élève toujours au lycée Moulin d'Abobo. Il y a eu un affrontement entre les élèves du lycée Moulin d'Abobo et les élèves du collège René Caillé, où il y a un élève qui a perdu la vie. Donc, ce sont des facteurs qui nous ont poussés à créer cette ONG. Donc, vous avez une expérience personnelle, mais en même temps, vous avez d'autres témoignages qui font qu'aujourd'hui, vous voulez vous investir dans ce domaine-là pour que les gens comprennent que la violence doit être bannie de l'environnement scolaire. Effectivement. Est-ce qu'il y a une différence entre violence à l'école et violence de l'école? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Parfois, nous n'expliquons pas très bien l'importance de l'école à nos petits frères, à nos enfants. L'importance de l'école, c'est quoi? D'abord, c'est de savoir lire, écrire et à compter. D'abord, ça c'est ce que nous enseignons d'abord au primaire. Ensuite, à travers l'école, tu peux exercer d'autres métiers de la vie. Tu peux passer peut-être des concours de la fonction publique, soit tu peux entreprendre à travers les projets. Donc ça veut dire que quand quelqu'un ne sait pas exactement ce que l'école peut lui apporter, l'école devient un fardeau pour lui. Effectivement. Ça devient une violence. Ça devient une charge pour lui. Une charge pour lui. Et ça, c'est une violence, c'est une forme de violence. Bon, on peut dire que c'est une forme de violence. Je rappelle que nous parlons de l'engagement de l'OZ dans la lutte contre les violences en milieu scolaire. L'OZ, c'est l'organisation scolaire pour une école dynamique. Nous sommes avec Tondosama Yakuba, président de cette ONG qui nous entretient sur ce sujet. Alors nous allons passer à l'autre volet de cet entretien. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Comment expliquer en fait la présence de la violence dans un tel cadre? Bon, il faut faire un peu l'historique, de la violence en milieu scolaire. Nous avons remarqué que depuis les années 1990, avec le multipartisme, il faut dire que la violence en milieu scolaire a eu une montée au niveau des écoles. Avant, il y avait seulement que le MEIC, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était affilié seulement au parti, le PDCI. Et avec la création du multipartisme, nous avons eu la FEICI. Qui signifie? La FEICI qui signifie Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Après, il y a eu l'AGC aussi, Association Générale des élèves de Côte d'Ivoire et étudiants de Côte d'Ivoire. À travers ces deux structures, nous avons remarqué que chaque structure cherchait à prendre le relais au niveau des écoles et au niveau des universités. Donc à partir de là, nous allons avoir un leadership au niveau de ces différentes structures. Donc du coup, les élèves seront confrontés à une violence en milieu scolaire. C'est parce qu'il y a confrontation entre les différentes structures qui défendent les droits des élèves qu'il y a violence à l'école? C'est un facteur. Mais il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous remarquons, ce sont nos hommes politiques qui sont à la base, en réalité, de la violence en milieu scolaire. Donc c'est la politique qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'école est devenue un lieu de violence? Pour moi, la politique est à la base de cette violence en milieu scolaire. J'ai fait des recherches et j'ai vu que la crise économique peut être un facteur qui pousse les élèves à être violents à l'école. Comment est-ce que vous expliquez cela? La crise économique peut être un facteur de violence à l'école. Lorsque un enseignant demande à un élève de lui donner une somme pour qu'il puisse arranger sa moyenne, ou soit il fait cotiser des élèves, peut-être généralement on trouve ça au privé, c'est une forme de crise économique. Soit il demande à des enfants d'acheter forcément des documents peut-être qu'ils n'utiliseront même pas. C'est une forme de crise économique.
Dans les témoignages que vous recevez souvent des élèves, est-ce qu'ils parlent de ça? Oui, puisque nous-mêmes, nous avons été victimes de cela. Donc des fois, des professeurs, des enseignants demandent de l'argent en contrepartie d'une note, d'une bonne moyenne. Et ça, c'est quoi? C'est le facteur crise économique. Quel autre facteur? Nous avons aussi la violence psychologique aussi, comme ce que je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'un enseignant dit à un élève que toi tu ne seras rien, ça agit sur la mentalité de l'élève. L'élève commence à croire que... Voilà, qui ne peut rien faire, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait à l'école, bon, ça ne va rien lui apporter. Si vous voyez un enfant peut-être qui est en classe de 6e, qui a seulement que 10 ans ou 11 ans, tu lui dis en classe que toi tu ne seras rien, tu ne peux rien faire, tu ne vaux rien, ça va agir sur la mentalité de l'élève. Il ne fournira aucun effort. Tonton Sama Yacouba, nous avons aussi, dans certaines recherches que j'ai faites, certains accusent le manque de communication verbale. Comment vous expliquez ça? Il y a des élèves qui n'arrivent pas à s'exprimer facilement. Oui, effectivement, il y a des élèves qui... Est-ce que vous avez rencontré des cas comme cela? Oui. Nous avons rencontré certains cas au lycée Moulin d'Aboro, puisque c'est là-bas que j'ai vécu, donc je connais un peu plus la réalité de cette école. Comment ça s'est passé? Comment ils se comportent ces élèves qui manquent de communication verbale? Bon, généralement, ils sont discrets, ils sont toujours dans le coin, bon, ils ne parlent pas à personne. Donc, ça dit, quand un élève voit son camarade qui est dans une classe, qui n'arrive pas à parler, qui est tout le temps discret, qui est dans son coin, bon, pour lui, c'est une forme de faiblesse pour ce dernier. Donc, souvent aussi, il va violenter la personne en lui soutirant de l'argent. Souvent, quand la personne a des blessures, la personne a peur de montrer à ses parents. Blessures? Quel genre de blessures? Ça dit souvent, lui, physique. Oui, souvent, quand ses camarades le violentent à l'école, lui portent des coups et autres, arrive à la maison, puisque c'est un enfant qui est un peu discret, il a peur de montrer à ses parents. Et on accuse aussi la relation entre les élèves et leurs parents comme facteur de violence à l'école. Ça veut dire que quand dans une famille, par exemple, l'enfant ne communique pas, n'a pas de bonne relation avec ses parents, ça réagit sur lui à l'école, il devient violent envers ses camarades. Est-ce que ça vous avez déjà vécu ça? Bon, nous n'avons pas vécu cela en tant que tel, mais je pense très bien aussi parce que en tant que président de l'ONG, il y a eu à faire des recherches aussi. C'est une forme de violence. Oui, effectivement, cela aussi a un impact sur l'enfant. Lorsque un parent n'a pas de bonne communication, n'a pas de bon rapport avec son enfant, cela peut avoir un impact sur l'élève. Qu'est-ce que vous pensez du chômage comme facteur de violence en milieu scolaire? Un parent d'élève qui a perdu peut-être son emploi, il n'arrive plus à subvenir aux besoins de son fils. S'il n'y a pas de bonne personne près de l'enfant, pour lui montrer le moral, l'enfant peut devenir violent à l'école en agressant ses camarades. Dans quel but il va chercher à agresser ses camarades? C'est pourquoi? Pour avoir peut-être de l'argent à manger, soit pour avoir de l'argent à acheter des fournitures, soit souvent même le fait de voler même. Il va voler ses camarades? Souvent, il peut voler ses camarades, il peut voler les documents pour mettre dans ça pour pouvoir bien bosser à la maison. C'est une forme de violence aussi. Donc on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser un élève à être violent en milieu scolaire. Nous allons aborder le troisième axe. Il s'agit ici de la recherche des solutions durables pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène de violence en milieu scolaire. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant qu'ONG engagée dans la lutte contre la violence en milieu scolaire? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Nous menons des conférences, des ateliers de formation, de corps à corps avec les élèves. Et bientôt, très bientôt, nous allons commencer à organiser des cours sur la gestion des conflits en milieu scolaire. Peut-être à partir du mois de février. Ça sera sous forme de cours dans nos différentes sections, puisque nous allons commencer à implanter nos sections dans certains établissements. Nous allons choisir des jours, peut-être les mercredis, au moins 1 heure de cours, où certains membres du bureau qui sont actuellement en formation iront dans ces différents établissements pour former nos jeunes frères sur la gestion des conflits. Comment vous regroupez déjà les enfants, les élèves là, pour leur parler? Comment ça se fait? Il faut dire, nous saluons d'abord le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui nous a facilité ce travail. Pour pouvoir mener une activité avec les élèves, il faut avoir d'abord une autorisation du ministère, ensuite de la DREN. Madame le DREN nous a donné une note qui est adressée au chef d'établissement qui regroupe les élèves pour nous
Donc, lorsqu'ils regroupent les élèves, pour nous, c'est maintenant, à partir de là, nous arrivons à communiquer avec des élèves. Et l'une de nos méthodes aussi, généralement, on travaille plus avec les chefs de classe. Ils regroupent les élèves pour vous où? Bon, soit dans une salle de conférence, soit ils nous demandent de passer dans les salles de classe. Au moins, ils peuvent nous donner peut-être 15 minutes par classe pour que nous passions dans ces différentes salles de classe pour sensibiliser nos jeunes frères. Quand ils vous réunissent dans les salles de conférence, qui paye les frais? C'est vous ou c'est eux? Bon, il faut dire que l'établissement met pratiquement tous les mois à notre disposition. Généralement, ce sont les chaises que nous louons. Les chaises avec la sonorisation, avec peut-être le transport du conférencier, s'il y a un conférencier qui vient d'ailleurs. Je voudrais aussi parler de la réaction des jeunes que vous entretenez. Quels sont les retours que vous recevez de ces jeunes-là? Je peux prendre peut-être le lycée, où nous avons eu à faire une petite activité. Le lycée moderne d'Abougou? Oui, nous avons eu à faire une toute petite activité avec une organisation islamique de l'école. Nous avons regroupé quelques élèves, on a vu que franchement ça a porté fruit. Qu'est-ce qu'ils ont montré comme réaction qui prouve bon, qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement? On avait un changement de comportement. Un changement de comportement. Ça veut dire avant, ils volaient ses camarades, maintenant ils ne volent plus, c'est ça? Bon, qu'il n'était pas seulement le vol. Même la violence physique, le fait souvent de prendre des pierres, de loger ses camarades, on a vu que les personnes que nous avons pu approcher, ces élèves ont pu mettre fin à cela. Est-ce qu'il y a une dimension religieuse dans ce que vous apportez comme éducation aux élèves par rapport à la violence? Oui, effectivement, parce que nous avons des responsables religieux parmi nous. Souvent aussi, il y a des thèmes aussi que nous leur donnons, puisqu'on a une fois animé un thème de ce genre, quelle contribution des guides religieux pour la résolution des conflits en milieu scolaire. Est-ce que vous travaillez aussi avec les familles de ces élèves? Parce que c'est bon de travailler avec les élèves, de leur parler. Est-ce que vous travaillez aussi avec les familles des élèves? Oui, lorsque nous organisons les conférences, il faut dire les coups sont invités, ou le président de l'école, nous l'adressons, le président de l'établissement, nous l'adressons un courrier pour qu'il vienne avec un bureau. Même très bientôt, nous comptons organiser une activité avec les parents d'élèves, uniquement les parents d'élèves, les guides religieux, au centre culturel d'Abougou. C'est prévu pour le mois d'avril. Et les formateurs, avec les formateurs, les professeurs, les éducateurs, tout cela? Oui, tout cela sont... Comment est-ce que vous collaborez? Lorsque nous organisons des activités, les enseignants aussi sont invités. La prochaine activité, c'est vous quand? La prochaine activité, c'est le 27, après-demain, le mercredi. Ce sera où? Au collège Anador. Merci beaucoup, Tonton Sama Yacouba, d'être passé dans ce studio. Vous êtes le président de l'organisation scolaire pour une école dynamique OZ. Je rappelle que nous avons parlé de l'engagement de l'OZ dans la lutte contre les violences en milieu scolaire. C'est ici donc que se referme l'entretien du jour. À bientôt. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview.